Entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, les Pyrénées offrent aux randonneurs de tout poil une formidable palette de balades. Il est vrai que des rivages marins aux hautes cimes, la marge est immense. C'est précisément dans cette marge que nous partons nous promener. Le pied est sûr, le nez dans le vent. Attention cependant de ne pas vous enrhumer car l'air est vif. Il y a même quelques odeurs de contrebande. Bref, je vous emmène dans le paysage. Nous emprunterons les bonnes portes, c'est-à-dire celles qui sont ouvertes par les gens qui habitent, qui animent et qui protègent cette région. Cette petite rivière, au courant vif, à l'eau claire, la Pitchouri, est bien malgré elle une limite, une barrière, une frontière inventée par les hommes. Ce petit pont fait le grand écart entre l'Espagne et la France. Et pourtant, les gens de là et les gens d'ici parlent la même langue, le basque. Depuis les temps anciens, les familles se sont réparties de part et d'autre de la frontière. Frontière matérialisée par une rivière, par une crête, par une vallée. Heureusement, la nature se fie de ces détails. L'herbe n'est pas plus verte en France qu'en Espagne, les brebis sont les mêmes, les fermes se ressemblent et le paysage n'est qu'un. C'est précisément dans ce paysage que nous partons randonner aujourd'hui. Notre balade prend la forme d'une boucle que nous pouvons parcourir en 5 heures. Nous avons quitté la frontière, en ce moment nous remontons la Pitchouri à travers la forêt. Plus tard, nous traverserons la lande et nous rejoindrons finalement l'oratoire Notre-Dame de l'Aubépine. De là, nous apercevrons Ainhoa et il ne nous restera plus qu'à nous laisser glisser. Il n'est pas nécessaire de visiter les forêts tropicales humides pour rencontrer des jardins suspendus dans les arbres. Ici, sur ces chênes plusieurs fois centenaires, en plein Pays basque, on peut rencontrer ce phénomène, ces compositions. Les branches sont recouvertes d'un manchon de mousse. Il y a même des oiseaux qui sont venus libérer des graines. Regardez ce hou qui pousse entre la fourche de ce chêne. Ces plantes qui vivent accrochées aux arbres se développent dans un milieu très particulier. Elles se nourrissent entre autres de leur propre décomposition, mais également de la décomposition organique inhérente à l'arbre qui ruisselle jusqu'à elles grâce à l'eau de pluie. Mais elles bénéficient également, et j'ose dire malheureusement, d'un champignon qu'on appelle l'oïdium et qui est en train aujourd'hui de décomposer une grande partie de ces chênes. Regardez l'humus que l'on trouve dans le creux de cet arbre. Le genêt occidental éclaire la lande de ses jolies fleurs jaunes à partir du mois d'avril et ce jusqu'au mois de septembre. Cependant, il est redoutable, pas seulement à cause de ses épines très dures, mais surtout parce que dès que la prairie n'est plus entretenue, il devient très envahissant. Mais il y a un autre danger, et cela concerne les brebis. Elles sont gourmandes et elles viennent manger les jeunes pousses du printemps. Et là, elles peuvent s'empoisonner. Donc les bergers ici n'aiment pas trop ce genêt, pourtant très beau.
Sur la gauche du chemin, il y a des mélèzes. Bon, ils ont été introduits parce que nous sommes loin ici du Briançonnais. Ils viennent de faire leurs feuilles, ils les ont perdues avant l'hiver. Elles sont encore très souples, très très douces. Elles sont vert tendre, elles tranchent énormément par rapport au pin ou par rapport au sapin. Et sur la droite, il y a des asphodèles en fleurs. Certaines d'entre elles ont déjà perdu leurs fleurs, mais comme ces fleurs ont été fécondées, eh bien on peut observer très facilement les fruits sur la tige. Les moutons ne sont plus dans la bergerie, je les vois là-bas. Ils sont en train de se régaler dans la prairie. La prairie est toute verte. Juste au-dessus, les tons ont changé. On est dans le rouge, dans le brun. Ce sont des champs de fougères qui ont été fauchés par les éleveurs. Ils en ont fait des meules et ils s'en servent comme litière pour les brebis, mais également pour les bovins. Le jour où cette pratique disparaît, la montagne est complètement recouverte par la lande. Connaissez-vous le cynips? C'est un petit insecte piqueur qui ressemble à une mouche. Il est tout petit, il mesure quelques millimètres de long. Il passe inaperçu. Par contre, ce que vous connaissez, ce sont les gales. Cet insecte vient piquer dans la feuille. Il y dépose ses œufs, mais en même temps, il injecte un produit qui a pour effet de modifier les cellules de la plante et de les faire se multiplier en très grand nombre. Ça donne la boule que vous voyez là. À l'intérieur de cette boule, il y avait une larve qui s'est développée, elle a fait sa nymphose en automne, puis au début de l'hiver, l'insecte adulte est sorti. Il a hiberné. Au printemps, il est venu rejoindre la feuille du chêne. À nouveau, il a piqué, il a déposé ses œufs, il a injecté ce produit, et en ce moment est en train de se développer une petite gale dans laquelle il y a une petite larve. Quand nous sommes partis de bonne heure ce matin, nous étions pratiquement enveloppés par la brume. Puis nous sommes rentrés dans la forêt. Et quelques heures après, nous en sortons pour découvrir un paysage immense éclaboussé de lumière. Il y a même de la neige sur les montagnes. Oh, elle ne tiendra pas, mais c'est ce qui fait l'intérêt des balades printanières. Voilà le phore de réveil matin. Son nom scientifique, Euphorbia helioscopia. C'est Pline qui l'a baptisé ainsi. Son adjectif, helioscopia, vient du grec hélios, soleil, scopia, voir, regarder. C'est donc une plante que l'on rencontre abondamment dans la région. On la trouve pratiquement partout où il y a des hommes. Mais Pline l'Ancien s'est trompé. Parce qu'en réalité, cette plante, quand on l'observe bien, elle ne regarde pas le soleil. Mais Pline l'Ancien, pas Pline le Jeune, Pline l'Ancien, le naturaliste qui est en même temps amiral de la flotte et qui est mort sous une éruption du Vésuve en 79. Ja. Ah. Voilà, nous allons rejoindre le GR10 qui traverse les Pyrénées de la Méditerranée jusqu'à l'océan et qui va nous permettre de rejoindre Ainhoa et de rencontrer en chemin l'Oratoire. Mais n'oubliez pas de sortir du sac à dos les jumelles parce que vous risquez fort de rencontrer des rapaces, des faucons, des buses, du gypaète barbu parce qu'il y a ici beaucoup de vautours fauves.
Je vais vous présenter monsieur le curé d'Ainoa, amoureux de nature et un tantinet poète. Bonjour Roger. Bonjour. Dans un tel paysage, vous devez puiser votre inspiration parce que je sais que vous êtes poète. Oui, entre autres, il m'est arrivé de faire une pastorale solotine, qui est du théâtre chanté surtout, et chanté sur une sorte de pas cadencé. Alors, m'étant aperçu que le théâtre solotin se joue en marchant, je m'étais dit, tiens, je vais faire une pastorale solotine moi-même en marchant. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon bâton, un crayon et du papier, et je suis sorti vers la montagne 2-3 heures chaque fois. Puis il m'est arrivé de revenir avec 2-3 couplets, quelquefois 4 ou 5, puis que je fignolais à la maison après. Mais enfin, ça correspondait à un effort physique et intellectuel en même temps. Ça fait marcher un peu les neurones et les muscles tout à la fois, quoi. Comment se chante la nature en basque? C'est surtout les bergers, quoi, qui chantent à tue-tête en plein air. Et, ça se reconnaît dans la manière de chanter, quoi. La voix n'est pas... C'est dans le gosier que ça se passe, je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est la qualité de l'eau qui fait que beaucoup de montagnards chantent bien, mais c'est peut-être la qualité du vin aussi, j'en sais rien. En descendant vers Ainoa, vous rencontrerez très certainement sur le talus des petites touffes de violettes odorantes. Ce sont des petites fleurs connues depuis très longtemps. L'impératrice Joséphine en avait la passion, on en fait des bonbons, on en extrait une essence rare et parfumée. Une légende grecque prétend même que la violette odorante n'est autre qu'une des filles d'Atlas, qui était poursuivie par Apollon, et pour lui échapper, elle a tout simplement demandé à Zeus de la soustraire aux rayons du soleil. Elle fut exaucée et métamorphosée en violette odorante que l'on rencontre encore aujourd'hui dans les bois frais. Voilà l'Ancolie. Elle aussi possède une fleur violette, mais c'est une fleur très curieuse. Ses pétales, au nombre de 5, sont en forme de cornet et sont terminés par un petit crochet retourné vers l'intérieur. Elle possède également 5 sépales. Autrefois, cette fleur très curieuse lui donnait des dons. On pensait qu'elle était capable de chasser le mauvais sort, le mauvais œil. Alors, on s'en fabriquait des amulettes. Aujourd'hui, il faut trouver une autre solution parce qu'heureusement, cette fleur est protégée. Il était impossible de quitter Notre-Dame de l'Aubépine sans s'arrêter précisément devant une aubépine en fleurs, plutôt en fin de floraison. Il fait froid, elle n'est donc pas butinée par les insectes, mais elle nous indique la direction à suivre pour rejoindre Ainoa, point final de notre balade. La voiture est stationnée un petit peu plus bas sur un parking aménagé. Derrière les crêtes brumeuses se trouve l'Espagne. Nous sommes ici dans la réserve de Néouviel, ce qui signifie vieille neige. Cette réserve est très ancienne, elle date de 1935 et elle a été constituée pour protéger une faune, une végétation extrêmement fragile. Et cette fragilité vient évidemment du climat. Alors nous allons rentrer dans cette réserve en faisant très attention de ne pas l'abîmer, en respectant la réglementation, pas de chiens, pas de camping. Nous y passerons toute la journée, mais vous verrez, il y a plein de choses à découvrir.
Un arbre abattu naturellement dans la forêt, ce n'est pas un drame. C'est au contraire une source de vie. Il va se décomposer, il va donc apporter des valeurs nutritives aux autres végétaux. Mais en même temps, il va être à l'origine d'un microclimat. Les rhododendrons, comme par exemple celui-ci, s'installent dessus. Mais derrière, la butte de déracinement est certainement encore beaucoup plus richement parée parce que mieux éclairée par le soleil. On va aller voir ce qui se passe derrière. Regardez, on appelle ça une butte de déracinement qui forme un écran au vent. Et en même temps, il y a des capteurs solaires. Ce qui fait que dans ce tout petit endroit, il y a un véritable jardin suspendu. Regardez, des myrtilles, il y a des framboisiers, il y a ici de la bruyère, il y a même un bolet, et sur la souche elle-même, des quantités de petits pins à crochets qui ont germé. Il a donc assuré, grâce à son déracinement, la suite de la forêt. Une forêt toute jeune est en train d'apparaître à cet endroit. Nous avons beaucoup de chance de rencontrer une station de crocus d'automne. Cela aurait pu être une station de colchique, mais les crocus ont une fleur beaucoup plus foncée. Le violet est très marqué, alors que le colchique, lui, a une fleur beaucoup plus pâle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les crocus d'automne ont fait leurs feuilles au printemps. Ils les ont perdues, elles ont séché, ils ne sont maintenant plus que suspendus au bout d'une très grande tige, très fragile. Alors ne les cueillez pas. Cela fait bientôt 3 quarts d'heure que nous circulons entre les pins à crochets et les blocs de granit pour arriver enfin en vue de cet endroit merveilleux que l'on appelle ici les laquettes. Alors, ces fameuses laquettes, nous allons les contourner par la droite et franchir les rochers que vous voyez tout à fait contre la rive là-bas. Et juste derrière, il y a une petite rampe qui nous conduit au refuge d'hiver. Nous y partons maintenant. Si vous êtes attentif, vous rencontrerez dans la forêt, sous les pins accrochés, des quantités assez impressionnantes de dômes de fourmis rousses. Elles construisent leur fourmilière à l'aide des aiguilles de pin. Et puis cette fois, regardez vers l'eau, vous y découvrirez aussi des squelettes. Ce sont des pins accrochés qui sont tombés dans cette eau et qui mettront probablement des dizaines et des dizaines d'années à se décomposer. Les roches granitiques sont très dures et pourtant les glaciers du Quaternaire ont réussi à les peaufiner, à les transformer. Ils ont même dessiné ces vastes dépressions aujourd'hui occupées par des lacs splendides.
l'eau y est claire et changeante en fonction de la couleur du ciel. Il n'y a pas que ces traces qui nous rappellent la présence des glaciers autrefois. Il y a aussi ici des forêts de pins à crochet. Et ces forêts sont capables d'atteindre l'altitude de 2500 mètres. C'est un arbre extrêmement résistant. Certains d'entre eux grimpent même de façon très isolée jusqu'à 2800 mètres. Nous les rencontrons, mais nous y faisons très attention. Il y a plein de petits semis. Regardez où vous mettez les pieds. N'ayez crainte, il ne s'agit pas là d'un camping municipal, mais d'une zone de bivouac, ici près du lac d'Aubert. C'est un endroit qui se trouve à peu près à mi-chemin des cols avoisinants, et c'est très heureux et très utile pour les randonneurs de pouvoir ici, lorsqu'il fait mauvais temps, lorsqu'il neige, lorsqu'il y a du brouillard, ouvrir sa tente. Mais attention, on ne peut le faire qu'une nuit, de 19h à 8h. Du lac d'Aubert, on aperçoit très bien la forêt de pins à crochet qui s'étire dans la montagne, mais qui en même temps s'amenuise au fur et à mesure qu'elle s'élève, qu'elle prend de l'altitude. Mais on voit aussi distinctement une sorte de griffe qui sort de la forêt dans son sommet et qui traverse les cônes de déjection. C'est le sentier que nous prendrons pour atteindre Ourquette d'Aubert. Mais ce sentier, nous le prendrons à condition que le temps reste beau, clément. Sinon, nous abandonnerons ce projet si le brouillard, par exemple, tombe brusquement. Le site de Néouvielle est installé dans un massif granitique. Et le granit est une roche ignée. Ignée signifie produit par l'action du feu. Donc cette roche nous arrive des entrailles de la terre. Elle est extrêmement dure et elle est constituée de petites granules de feldspath, de quartz. Alors le feldspath apparaît plutôt rose, le quartz plutôt vitreux, mais également de mica, comme par exemple la biotite qui apparaît noire et la muscovite qui apparaît toute blanche, brillante. Alors, cette roche, très très dure, souffre des écarts thermiques, un petit peu comme le glaçon que l'on met dans le verre. On l'entend quelquefois éclater, on l'entend très distinctement. Eh bien, figurez-vous que le granit fait la même chose. Ces écarts thermiques le cassent, l'explosent. On en a ici un exemple tout à fait évident. Et ça continue dans le temps, à tel point que ce granit, progressivement, va se transformer en petits grains de sable qui vont être charriés par la pluie, par la fonte des neiges, jusque dans les torrents, jusque dans les rivières, et ça donnera des amas de sable que l'on connaît très très bien. Alors, ce granit, vous le rencontrez partout ici. Il y a des blocs tout à fait extraordinaires par leur forme, et surtout des blocs extrêmement fissurés, explosés, comme celui-ci. Depuis le début de notre balade, je vous parle du pin à crochet. C'est tout bête. La raison est qu'il habite ici, Néouvielle, et qu'il est le seul arbre pratiquement à résister au climat extrêmement rude que l'on rencontre ici. On peut même aller jusqu'à dire que c'est une relique de l'époque glaciaire. Mais si on l'appelle pin à crochet, c'est parce qu'il possède une pomme dont les écailles développent une sorte de crochet. Mais ce cône est reconnaissable pour une autre raison. À l'inverse du cône du sapin ou de l'épicéa, il est asymétrique. Regardez. Alors d'accord, le pin à crochet résiste bien au climat, mais il n'empêche que le poids de la neige, que le vent, que le froid le torture. Il suffit de regarder son tronc et ses branches. Quelquefois même, ses branches sont cassées tellement le poids de la neige est puissant.
Bonjour. Bonjour. Dites, quel temps là? Bonjour. Heureusement que le refuge est ouvert. Oui, oui. Il y en a pour un moment encore? Ça va se calmer, non? Je pense pas là, c'est parti pour la journée. En plus, la neige est en train de descendre. Je sais pas, on risque de l'avoir ici d'ici peu. Ah bah dites donc, c'est réjouissant. Et alors d'un temps comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que ça se passe? Voilà, un peu de café. Qu'est-ce que vous me conseillez, moi? Je reste, j'attends que ça se passe? Je pense pas. Si vous avez le temps, vous pouvez J'ai pas trop le temps, non. tenter l'attente, sinon je crois que c'est pas la peine. Oui, surtout que. C'est coincé, hein. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il neige. Oui, Il neige. Ça y est. c'est parti. Oui, la prudence quand même veut qu'on descende. Hein. Allez, au revoir et bon courage. Comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on est en plein vent du sud. D'ailleurs, le vent apporte des nuages. On voit des nuages franchir la frontière, passer par-dessus les crêtes. Et sitôt qu'il va s'arrêter, ce vent du sud, ça va passer au nord et demain, je pense la pluie et un coup de refroidissement dessus. Il y a 2 ou 3 jours, il y avait combien de centimètres de neige là? Oh, ici, il devait y avoir 80 cm vraiment. Et aujourd'hui, on va le gazon. Oui, ça affleure par moment, c'est difficile. Nous avons la chance pour cette balade d'être accompagnés de Fernand. C'est avec lui que nous allons faire cette fameuse route des facteurs. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, exactement à 1180 mètres d'altitude, mais plus encore. Quels sont nos repères? Eh bien, ici, c'est le hameau des Artigauds, au-dessus d'Arens-Marsous. Derrière nous, nous avons les montagnes d'Argelès-Gazos. Ici, sur la gauche, le pic du Gabizot, avec à ses pieds le col du Soulor, col routier. Et puis, nous, on se dirige vers le col de Somme, sur notre droite. Et derrière, c'est Arbeost. Arbeos-Ferrières, 2 petits villages qui font partie, administrativement, du canton d'Aucun, situé derrière nous, dans le Val d'Azun. Et c'est là que tu habites, à Arbeost? Voilà, c'est là que j'habite depuis 14 ans. Et tu es originaire de là-haut? Tes parents? Mon grand-père. En montagne, les haies servent de microclimat, en fait, comme l'arrière d'un rocher, hein, comme le creux dans le sol. Oui, le retour du soleil. C'est un retour, effectivement, du soleil. Effectivement, le sol est beaucoup plus chaud à cet endroit-là, le vent est moins actif. Et puis, sous la végétation, eh bien, il y a moins de neige. Alors, ce qui est très curieux, c'est que ici, le hou, à cette époque de l'année, devrait être chargé de boules, de fruits. Oui. Alors, est-ce que pour autant, ce sont tous des hous mâles? Oh non, mais la fructification n'a pas été très forte. Il y a eu des fortes pluies au moment de la fécondation, c'est ça? Cette année, oui, au printemps, il y en a eu. Donc les fleurs ont été lavées. C'est sans doute l'explication à la chute prématurée de ces baies qui ne sont pas formées. Alors celles qui ont été formées, par contre, on les retrouve sur le sol. Et alors on les trouve dans du crottin. C'est même du cheval qui a dû venir C'est du cheval. se régaler à l'automne. Il a mangé quelques fruits de houx.
Les graines qui sont à l'intérieur, là, sont bien protégées et elles vont évidemment germer dans un milieu tout à fait propice. Tout à l'heure, je disais que nous étions dans un microclimat. La preuve en est, des fraisiers sont en train de montrer leur tête. Alors qu'il y a 3 ou 4 jours, dans la prairie en face de nous, il y avait 80 cm de neige. Et nos raquettes nous sont bien utiles. Ben oui, à partir de maintenant, là, elles vont le devenir encore plus, je pense. Alors dans les caillasses, on les enlève quand même. Hein. Parce qu'on va quand même en rencontrer un petit peu sur le chemin. Ouais. J'habite un petit hameau dans les Alpes et la voisine récolte les feuillages de frêne pour nourrir les chèvres. Alors ensuite, le bois, elle s'en sert comme fagot pour allumer son feu. Ici, qu'est-ce qu'on fait du frêne, Fernand? Il a été mis autour des prairies de fauche et c'est un bois très facile à travailler. Tous les objets ici de la vie quotidienne, il y a encore 40 ans en arrière, étaient faits dans le frêne. On le courbe facilement. On y taille encore les colliers qui permettent de porter les cloches des vaches qui monteront à l'estive. C'est en fait de la vallée d'Azun que nous venons de quitter que sont partis les cadets qui ont fui en fait dans cet endroit un droit d'aînesse fortement impliqué pour se réfugier dans une autre vallée. Oui, dans la haute vallée de l'Ouzoum, ils sont allés s'établir pour fonder 2 communautés, Arbeos, Ferrières, qui ont été administrativement rattachées au canton d'Aucun, situé de l'autre côté de la montagne. Et rattachés à quelle époque en gros? Les communes ont été reconnues en tant que telles, différentes de chez leurs aînés après la Révolution. Et le service des postes qui nous amène sur ce chemin aujourd'hui s'est établi à la fin du 19e siècle. C'est ce qui fait que les postiers passaient près du lac de Soum, tout près d'ici. Oui, sans doute, et ils le trouvaient dans l'état où on le voit aujourd'hui, bien souvent. On peut comparer la glace, la neige au monde minéral. Par exemple, la neige qui constitue les névés a des grains arrondis qui s'imbriquent, qui peut se comparer finalement à la roche sédimentaire. Alors que la glace que l'on retrouve ici à la surface du lac ou dans le freezer des réfrigérateurs, avec des cristaux qui sont en fait une sorte d'agrégat, eh bien, peut se comparer plutôt à la roche cristalline comme le granit. Mais si on pousse plus loin le raisonnement, la glace qui constitue les glaciers, qui est triturée, travaillée, peut se comparer facilement à la roche métamorphique. C'est par exemple le schiste. En chemin, dans la montagne pastorale, vous rencontrerez les vautours fauves. Ils sont là pour débarrasser la nature des carcasses d'animaux morts et du coup, ils permettent, parce qu'ils sont au moins 200 dans cet endroit, la nourriture d'un couple de gypaètes.
Le gypaète prend les os, il les fait tomber, il les casse parce qu'il est très friand de la moelle. Eh bien, tu vois, ici, ils ont dû établir ces tas de pierres de 2 mètres de large, 2,50 de haut. Il y en avait 5 ou 6 là qui jalonnaient le chemin des facteurs pour descendre sur le village d'Arbeost. Et les jours de tempête, eh bien, ça a aidé à guider les gens qui faisaient ce chemin pour se rendre au marché, par exemple. Eh ben nous allons suivre le même principe parce que la tempête est en train de se lever, on file à Arbeost au refuge. Pour repeupler, pour mettre pour ce moment-là du gibier. Je suis sur une tourbière à sphaigne. Ce sont les mousses vertes qui se déplacent à la surface. Et en fait, je suis sur une sorte de radeau. Voilà les sphènes qui se développent dans ce milieu très acide, dans cette tourbière. Et c'est parce que ce milieu est acide qu'il est impropre à la décomposition organique que nous pouvons retrouver dans les profondeurs de cette tourbière des pollens vieux de 4 siècles qui sont pratiquement intacts. Et c'est comme ça que nous pouvons, par interprétation, savoir que les descendants des Cadets sont venus ici et qu'ils ont rasé la forêt pour constituer de nouveaux pâturages. Et grâce à l'étude de ces pollens, donc presque intacts, nous savons qu'il y avait ici, autrefois, des sapins et des hêtres. Eh bien Michel, tu vois là les premières maisons d'Arbeost, le quartier du Bourg d'Ala. Le facteur, dont nous suivons le chemin et qui venait donc d'Aucun, lui, il s'arrêtait là. La maison postale, ici en dessous du col de la Serre, il déposait sa sacoche et des préposés de la vallée, d'Arbeost et Ferrières, venaient chercher le courrier pour le distribuer dans les 2 villages. Nous, on n'est pas tout à fait arrivés, on va continuer pour rejoindre le bourg. Bonjour, vous avez lacé vos chaussures, vous avez mis un vêtement de pluie, vous avez le cœur bien accroché. Alors,
rejoignez-moi ici en Haute-Soule. Pour ne pas manquer le rendez-vous, prenez une carte des Pyrénées, positionnez le Pays Basque. Mais pour basculer dans un autre monde, dans une autre culture, dans une autre langue, j'avais besoin plus qu'un guide, j'avais besoin d'une clé. C'est pourquoi j'ai proposé à Maggie de m'accompagner. Maggie, plus on pénètre dans le massif, plus on pénètre dans le Pays Basque, et plus j'ai le sentiment d'être sur une île, dans un milieu un petit peu à part. Bah, tu parles en basque avec les gens que tu rencontres. Oui, bien Moi, je suis un sûr. petit peu étranger Oui, dans cette affaire. tout à fait, oui. Et puis la culture, on se rend bien compte quand même que les gens vivent sur des principes, sur des règles un peu différentes. Oui, bien sûr, mais je pense que ça, c'est dû au fait justement qu'on est ici dans une zone un peu retirée et donc on a probablement moins suivi des influences extérieures et on a beaucoup plus gardé des règles de vie, je dirais. Et c'est probablement un peu comme ça partout dans les zones de montagne qui sont en retrait, je dirais. Oui, c'est ça, c'est comme sur une île. On revient à Ouais. mon histoire d'île, hein, c'est un peu ça. Vous êtes un peu protégé Oui. par vos montagnes. Tu dis on est retiré, on n'est pas si retiré que ça. Parce Non, que... non, on n'est pas. Il y a des zones probablement beaucoup plus retirées que celle-ci, mais malgré tout, c'est une vallée qui a bien ses limites par les reliefs, en fait. Et de nos habitudes, en fait, je crois qu'on n'a pas vraiment tendance à aller à l'extérieur parce qu'on est bien ici, tout simplement. En tout cas, moi je suis bien aussi. Bonjour. De Bonjour. loin, j'avais l'impression que vous étiez en train de regarder une carte. Je vous ai pratiquement pris pour un randonneur, mais en fait, vous faites autre chose là. Eh oui, non, c'est pas tellement une carte que je regarde, c'est surtout c'est une photo aérienne, quoi. C'est une photo aérienne des lieux, des gorges dans le Sarthe, parce que je m'occupe de recenser et de faire des échantillonnages forestiers. Le sentier qui nous amène à la passerelle de Sarthe suit cette espèce de gorge profonde là, sur le flanc gauche, hein, traversée de la forêt et arriver ici au croisement des deux gorges, la gorge d'Olsarté et la gorge d'Olado. Et nous sommes ici, croisement des deux gorges. Dans cet endroit, le sous-bois est extrêmement sombre, à tel point que les jeunes arbres ont bien du mal à s'élever. Il y a un toit de végétation au-dessus de notre tête, au-dessus de leur tête. Et ce toit est formé par les grands arbres qui étendent leurs branches et leurs feuillages. La lumière s'arrête là-haut, ce qui fait que les jeunes ne peuvent pas bénéficier de cette énergie dont ils ont absolument besoin pour se nourrir. La photosynthèse ne fonctionne pas dans de bonnes conditions. Il suffit d'observer ces grands hêtres pour se rendre compte que non seulement ils s'élèvent pour rejoindre la lumière, mais ils étendent également leurs branches à l'horizontale comme des tentacules pour aller chercher encore davantage d'énergie là-bas, dans la vallée. Noon. Rahis, vortutik. Vai. Viva hi. Negi horaveita. Viva hi. Nu is partito side. Hama jatsain hama bostian. Ah, Hiu Ok. hilavete ganin iganik. ouais. Iganchek. Si c'est pas trop indiscret, ça veut dire quoi tout ça? Voilà, disons, il est en train de me dire que là, il était monté là-haut avec les brebis à la fin du mois de Mi-juin. juin, Mi-juin. vers la mi-juin. Et là, aujourd'hui, il redescend donc avec son troupeau. Ils vont aller sur l'exploitation. Les artes ordines. Sanoncha. Addio. Adio.
Monsieur Bourtieri? Oui. Je vais vous rendre une petite visite. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Eh ben, ça va, le ciel va nous tomber sur la tête. Là, hein. Oh, je crois un petit peu, oui. C'était notre façon de vivre, quoi. Mais il fallait que, puisqu'on sortait les animaux là-bas, il fallait... Nous étions toujours une association, surtout avec les ovins. Nous étions un groupement de fermes, vous savez, groupés. Alors, chacun notre tour, il fallait y aller faire la garde du bétail. Alors vous partiez prendre votre tour de garde avec dans la musette de quoi on, la on allait, par exemple, on allait pour 8 jours, pour la semaine, ou bien 15 jours aussi. Hein. Alors il fallait monter la moustifaille pour la période qu'on devait passer là-bas. Et vous vérifiez bien que les troupeaux ne soient pas trop écartés ou trop sur les précipices ou... Bah, il fallait, des fois, il fallait les relever un peu des précipices, et puis, parce qu'il y avait plusieurs troupeaux, ça avait échelonné le long de la zone de montagne, il fallait les séparer aussi. Surtout les ovins, les vaches n'avaient pas besoin de faire cette différence. Les vaches, il fallait les sortir des zones dangereuses où c'est les pentes pour qu'elles ne roulent pas dans les pentes là. Tandis que les ovins, il fallait faire des triages chaque matin. Alors ça, c'est un caillolard. Oui, voilà, ça. On a ici un caillolard type représentatif d'un caillolard. C'est le logement du berger ici. En fait, ce caillolard-là, ils étaient tous comme ça il y a encore une cinquantaine d'années. Bon, maintenant, ils ont beaucoup évolué parce qu'on a fait des caillolards neufs. On a également repris des anciens que l'on a bien aménagés avec un peu de confort, évidemment, pour le berger. Tout se passait là. Et à l'origine, ils étaient 7. Il y avait un berger qui avait... Chaque jour, il avait un rôle différent. Et puis, bon, ça a évolué avec le temps, puisque au fur et à mesure, ils étaient de moins en moins nombreux. Et actuellement, même, c'est un berger qui vient, il fait son tour 2-3 jours, et puis il redescend. Vous avez vu? Vous avez remarqué? Les hêtres se sont déshabillés, ils ont perdu leurs feuilles. Nous sommes passés en un clin d'œil de la fin de l'été à l'hiver. Mais la balade continue, certes dans un paysage différent, mais c'est pour mieux en apprécier les particularités. Suivez-moi et regardez où vous mettez les pieds. La forêt des Arbailles est magique. Elle est habitée par des personnages de légende. Il faut bien reconnaître que les Basques d'autrefois avaient raison de s'interroger sur la présence de tels gouffres. Ils essayaient de comprendre comment et pourquoi se formait cette cavité profonde dont le fond est avalé par les ténèbres. Si vous ne voulez pas à votre tour être avalé par les ténèbres, faites très attention. Ne vous approchez pas trop près et surtout, ne glissez pas sur les feuilles. Il suffit de visiter cette caverne située à 100 mètres environ du col d'Okchibar pour comprendre pourquoi les hommes ont inventé tant d'histoires fabuleuses. Malheureusement ici, il n'y a plus d'ours, mais peut-être encore dans quelques recoins de petits génies que l'on appelle là les laminacs. Sachez néanmoins que cette voûte somptueuse peut vous abriter par mauvais temps, mais ne vous avancez pas dans l'obscurité, il peut y avoir danger. Il faut en effet de la lumière pour pénétrer les entrailles de la terre, ce qui permet d'ailleurs de découvrir quelques vestiges, comme ce lit de rivière souterraine, aujourd'hui tarie, mais il s'agit probablement de la trace d'une des plus anciennes rivières de l'Arbaï.
cette petite vasque a peut-être été creusée par des hommes dans le rocher massif, des hommes qui avaient le souci de recueillir l'eau qui arrivait de la voûte. Mais cette eau est sursaturée en calcaire. Du coup, les petits cailloux qui se trouvent à l'intérieur sont recouverts d'une couche de calcite. Pour la deuxième étape de notre balade en Pays Basque, Jacques nous a rejoints pour nous ouvrir d'autres portes. Alors voici la source de Camou et la faille qui canalise l'eau en surface, cette eau tiède et salée. Et nous allons voir maintenant le mécanisme de l'ascension de cette eau. Camou se situerait à peu près par ici. Alors le massif des Arbailles est constitué de 4 couches de calcaire, la rose, la bleue claire, l'orange et les couches jaunes, que l'on peut considérer comme une même couche, séparées par des écrans argileux imperméables, qui en principe devraient permettre de maintenir les eaux à l'intérieur de ces massifs calcaires. La couche rose descend le plus profondément dans le massif et elle arrive donc à canaliser une eau qui va se réchauffer en profondeur et va dissoudre du sel qui se trouve dans cette couche en noir ici. Cette eau donc chaude et salée va avoir tendance à remonter vers des sources qui se trouveraient ici. L'eau de la source de Camou aujourd'hui est à 24 degrés, alors qu'à l'extérieur, nous sommes à presque 0 degré. Mais il faut savoir que dans la littérature, on parle d'une eau à 35 degrés quand l'étiage est le plus bas. À la surface des eaux stagnantes ou des ruisseaux tranquilles, il est possible de découvrir, d'observer des punaises aquatiques. Ce sont en fait des insectes qui courent à la surface de l'eau. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont de grandes pattes recouvertes de poils. Ces insectes se nourrissent d'autres insectes qui vivent également à la surface de l'eau ou qui tombent dans l'eau. Ils les vident en les suçant. Nous débouchons dans un endroit étrange, exotique, tropical même. Des lianes tombent du plafond. C'est en fait une cascade de lierre. Il y a des mousses et des fougères. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Jacques? Eh bien, c'est un petit gouffre d'effondrement. Le toit s'est effondré et nous marchons actuellement sur ce qui reste de ce malheureux toit. Mais nous sommes surtout au cœur de la faille de Camou, avec toutes ces fractures que l'on voit au plafond, que l'on voit sur les parois. Et c'est par ces fractures que sortait initialement l'eau chaude que nous avons touchée. Le griffon que nous avons en bas ne fonctionne qu'en période de crue, lorsque le fond de cette cavité se remplit. Et à une période beaucoup plus reculée, l'eau sortait beaucoup plus haut. Et aujourd'hui, on a des galeries perchées qui restent sèches, inactives. Et qui sont très belles. Et qui sont très belles. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, parce que dans cette eau tiède et salée, vit la crevette d'eau douce que l'on rencontre plutôt dans les torrents d'eau très oxygénée et froide. Ce sont des gamards qui, normalement, en ce moment, devraient hiverner dans le sable. Il se trouve que leur activité est favorable aux poissons, puisque du coup, ils connaissent l'opulence toute l'année.
On ne passe pas devant un tel rocher sans s'y arrêter. Grâce à la gravité, l'eau de pluie arrive jusque sur la terre. Elle traverse le sol, elle s'acidifie. Elle poursuit ensuite son chemin à travers des petites fissures qu'elle élargit. Ces fissures retiennent des particules de sol. Et sur ce sol tout neuf viennent s'installer des spores et des graines qui se mettent à germer. C'est ainsi que naissent des petits jardins suspendus tels que celui-ci. Ce calcaire aujourd'hui dur était, il y a 100 millions d'années, une boue fluide au fond d'une mer tiède, peu profonde et limpide, comme aujourd'hui aux Bahamas. Les coquillages que l'on trouve aujourd'hui dans la masse en sont la preuve. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le massif des Arbailles est un massif calcaire. Nous sommes d'ailleurs en train de crapahuter dans le Lapiaz. C'est ce qui explique qu'ici, les rivières sont souterraines. Toute l'eau qui tombe sur le Lapiaz, au lieu de ruisseler en surface, s'infiltre directement dans le sol par toutes les fissures que nous voyons là et forme les cours d'eau souterrains. Nous traversons un Lapiaz couvert, recouvert par la végétation. Ici, les creux sont encore remplis de terre, ce qui favorise la dissolution du calcaire. Mais Jacques, tu ne m'as pas entraîné ici simplement pour cela. C'est la surprise. Et justement, ces rochers en dents de requin, enrobés de terre rouge, sont l'indice d'un très ancien karst. Un karst qui s'est formé ici, lorsque régnait sur le pays un climat tropical, comme à Madagascar. Dans la campagne, une pierre plate, c'est un toit. Alors on peut voir ce qu'il y a dessous. La curiosité n'est pas toujours un mauvais défaut, à condition de le faire délicatement et de ne pas déranger. Regardez, un petit crapaud qui est en train d'hiberner. Et des fourmis qui sont au repos. On referme la chambre sans écraser les hôtes. Notre balade s'achève ici, dans ce rayon de soleil, sous ce petit coup de projecteur, bien agréable en plein hiver. Mais c'est ça finalement le Pays Basque, une alternance d'ondées et de périodes d'ensoleillement. C'est en fait tout ce qu'il faut pour que la nature évolue dans de bonnes conditions. Ceci dit, pour votre confort, en toute saison, il est préférable de partir avec des vêtements imperméables et chauds, ainsi que des chaussures montantes, car dès que vous sortirez du sentier, vous rencontrerez le Lapiaz, déformé, instable et glissant. Il faut d'ailleurs redoubler de vigilance en hiver lorsque la neige estompe les formes, parce qu'un pont de neige peut s'effondrer et c'est la chute dans la faille.